Salut. Salut la team, comment ça va vous? Ah, mon téléphone sonne, mais qui ça peut bien être? Ouais, c'est Oui, Noux allô? là. Oui, La oui. meuf qui fait des vidéos. Oui. Ouais, tu bosses pour nous et tu fais pas de vidéos, c'est besoin quoi ton de problème? s'énerver, Eh, fais pas ta mijaurée et redescends d'un D'accord. étage, ok? Mais c'est quand même virulent, On monsieur. veut plus de thread. Plus La de prochaine thread. fois que tu sors pas de thread, je t'enfonce des cornichons dans les yeux, ok? Excusez-moi, si je fais pas un thread, j'aurai des cornichons à la place des yeux. Ok, je me la ferme et j'exécute. Ouais, allez, Ah, ciao. pourquoi tant de violence? Voyons. Bon, eh bien, aujourd'hui, les amis, nous allons faire, non sous la contrainte, un thread pour que je n'ai pas des cornichons à la place des yeux. Attends, je suis vraiment en train de m'imaginer avec des cornichons à la place des yeux. Bon, eh bien, écoutez, allons pour un thread. C'est parti! Alors, je vais vous raconter l'histoire de Sarah. Sarah a 28 ans et elle vit depuis 4 ans dans une petite ville du département de Yamagata. Yamagata est donc un département dans le nord du Japon, surtout connu pour ses montagnes, ses rivières et sa nourriture. Bref, cette histoire s'est passée il y a quelques mois après sa séparation avec son copain, qui lui par contre est toujours en France. C'était son premier amour qui a duré près de 9 ans et ils se sont séparés vu qu'avec la distance c'était pas facile. Du côté de Sarah, elle se voyait pas rentrer en France, étant donné qu'elle aimait son boulot. Les gens de sa ville avaient besoin d'elle et elle se sentait vraiment bien dans la ville où elle habitait. Et du côté de son copain, il avait trouvé un travail en France qui le passionnait. Il ne parlait pas japonais et il n'avait pas d'amis au Japon. Donc forcément, ils pouvaient pas trop sacrifier leur vie respective, mais malgré ça, ils continuaient quand même à s'aimer très fort. Leur séparation a donc été très dure pour Sarah. Elle n'avait plus envie d'aller à la salle de sport, elle mangeait plus que des cochonneries et commençait même à boire un verre de vin chaque jour, puis 2, puis 3. Enfin bref, Sarah s'est complètement laissée aller. Ses amis lui ont conseillé de rencontrer de nouveaux garçons pour lui changer les idées et regagner l'envie de prendre soin d'elle et de son corps. Pour Sarah, l'idée n'était pas mauvaise, ça pouvait l'aider à casser sa routine et à sortir de chez elle. Le problème, c'est que Sarah habite dans la campagne japonaise. Le département de Yamagata est un des départements les plus vieillissants du Japon. Sarah a beaucoup d'amis de 40 à 50 ans, mais très peu d'amis de son âge. Donc trouver un potentiel partenaire de moins de 40 ans qui lui plaise et à qui elle plaît était quasiment impossible. Ses amis lui ont recommandé d'utiliser une application de rencontre. Bien entendu, les profils enregistrés dans les environs étaient extrêmement peu nombreux, donc ses amis et elle ont élargi les recherches au département alentour. Après une soirée à swiper, elle reçoit un super like de Shohei, désolée pour la prononciation, je suis navrée. Un garçon très charmant, avec un très beau sourire. Il a 2 ans de moins que Sarah, mais elle engage quand même la conversation. Il a plutôt le sens de l'humour, il n'a pas l'air bête, il répond assez vite aux messages. Il venait de sortir de l'université de Sendai et était rentré chez lui pour travailler dans une agence immobilière depuis moins d'1 an. Sarah a un bon feeling. Seul ombre au tableau, il habite dans une petite ville du département d'Akita, à plus de 3h30 en train de chez elle. Ils continuent à discuter pendant 2 semaines, sans jamais se rencontrer, et après ça, ils n'ont pas échangé pendant presque 1 semaine. Elle se dit qu'il est passé à autre chose et que c'est pas grave. Elle arrête d'utiliser l'application car tous ces échanges ne mènent à rien. Après 1 semaine, elle reçoit un message sur l'application. C'est lui disant que son agence immobilière lui a donné une mission de négociation dans sa ville et qu'il peut la rencontrer le lendemain soir. Sarah est super surprise d'apprendre qu'il a des négociations dans sa toute petite ville, mais bon, elle accepte de le voir, n'ayant rien de mieux à faire. Et donc, il se donne rendez-vous à la gare pour aller boire un verre dans un pub aux alentours. Le soir venu, elle arrive à la gare et l'attend car il est un peu en retard. Et enfin, elle le voit arriver au loin et elle est soulagée. Il ressemble vraiment à ses photos. C'est un très beau garçon, le genre qui peut avoir n'importe quelle fille quand il veut. Elle lui dit bonjour au loin et plus il se rapproche, plus elle se rend compte qu'il est tout tremblant. Elle n'ose pas lui faire la remarque et se dit qu'il est sûrement timide. Il lui dit qu'elle est jolie et qu'il est content de la rencontrer, avec son grand sourire comme sur la photo, mais elle ne sait pas pourquoi, elle sent que son sourire est faux. Il y a quelque chose qui la met mal à l'aise et elle a une désagréable sensation dans le ventre. Ils rentrent dans le pub, juste à côté de la gare. Ils prennent d'abord une bière pour commencer la soirée. Ils papotent un peu et Shohei se détend et il arrête de trembler. Sarah lui demande si son collègue a apprécié la ville et il lui répond « Non, mais je suis venue seule ». Sarah trouve ça un peu étrange qu'un employé en première année soit envoyé aussi loin pour faire des négoces sans un collègue plus expérimenté à ses côtés. Ça ne se serait pas passé comme ça à son boulot. Mais elle se dit que les règles changent d'entreprise
prise en entreprise. Elle lui demande si le voyage en train n'a pas été trop ennuyeux et il lui dit « Non, mais je suis venue avec ma voiture ». Là, elle commence à trouver ça très bizarre. Pour de longs trajets de préfecture en préfecture, normalement, on voyage en train. Mais bon, elle se dit que ça aussi, ça doit être une règle spéciale de son agence immobilière. Elle lui demande à quelle agence immobilière il a traité, car elle avait déménagé depuis peu et que peut-être elle connaissait ses partenaires. Et bizarrement, il est surpris de sa question et réfléchit longuement avant de répondre. Il lui répond qu'il a négocié avec une grande chaîne immobilière de sa ville. C'était pas la ville de Sarah, mais elle avait déjà entendu parler d'eux. Sarah est donc rassurée de savoir qu'il lui a pas menti sur les raisons de sa visite et elle commande une deuxième bière. Au bout d'un moment, Sarah a envie d'aller aux toilettes, donc elle s'absente durant 4 à 5 minutes. Quand elle revient, ils se remettent à discuter et elle boit une gorgée de sa bière. Le goût est exactement le même, mais c'est pas ça qui la dérange. Dès l'instant où elle prend son verre, elle sent le regard de Choé encore plus insistant. Son regard n'est pas le même qu'avant qu'elle aille aux toilettes. Elle a à nouveau la même sensation désagréable dans le ventre que quand il lui avait souri en face de la gare, et elle s'arrête de boire. Elle prétexte que la bière est vraiment pas bonne et qu'elle aime pas la Sapporo, qu'elle a vraiment envie de vomir, donc elle préfère passer une autre boisson. Et là, il lui demande « Tu finis pas ta bière ?» comme s'il avait l'air déçu. Elle lui répond que non, et il lui dit « C'est dommage, tu gâches la moitié d'une chope. » Elle s'excuse en disant que la bière est vraiment horrible et qu'elle a vraiment envie de vomir. Et il lui répond « Mais t'arrivais très bien à la boire juste avant. » Elle se dérobe en jouant la carte de l'étrangère polie, en lui disant qu'elle se forçait pour pas faire de manière. Et il insiste en lui disant que c'est du gâchis, comme pour la faire culpabiliser. Pour le coup, c'est très suspect. Pourquoi voulait-il à ce point que Sarah boit sa bière? Sarah lui dit que s'il veut pas faire de gâchis, il peut la boire à sa place, et à sa grande surprise, il refuse, prétextant qu'il est déjà trop bourré et que demain il doit conduire tôt le matin pour retourner à Akita. Bourré après une bière et demie, alors qu'il comptait boire encore plus avant qu'elle parte aux toilettes. Sarah a la quasi-certitude qu'il a fait un truc pas net à son verre pendant qu'elle était aux toilettes. Elle commence peu à peu à comprendre qu'il a de mauvaises intentions, et elle essaye de trouver un moyen de mettre fin à la rencontre sans le brusquer. Ils abandonnent l'histoire de la bière qui restera intouchée jusqu'à la fin du dîner. Il continue à discuter pendant 1h30, très longue à son goût, et à un moment donné, il part aux toilettes avec son sac. Sarah ne peut pas vérifier ce qu'il y a dans son sac, mais elle peut vérifier sa bière. Au fond du verre, elle voit un dépôt blanc. Mais à la différence des dépôts de levure qu'on peut trouver dans certaines bières non filtrées, le dépôt est poudreux, très fin, comme un dépôt de Doliprane effervescent. Elle a même pas le temps de sortir son portable pour chercher sur internet ce que c'est, qu'il est déjà de retour. Ils se mettent d'accord pour rentrer et il lui dit qu'il va dormir dans sa voiture, l'air très triste. Sarah lui dit « Pourquoi tu vas pas à l'hôtel juste en face? Ton entreprise te rembourse la nuit quand même ?» Et il lui répond que non car son agence avait prévu qu'il rentre dans la journée, mais que si elle acceptait de passer la nuit avec lui, il prendrait une chambre d'hôtel. Troisième sensation désagréable dans son ventre. Elle rigole pour mettre fin à la conversation et lui souhaite une bonne nuit avant de monter dans le taxi qui passe. Et elle rentre chez elle. À peine arrivée chez elle, Sarah vomit de dégoût de ce qui s'est passé. Le lendemain matin, elle raconte à son collègue ce qui s'est passé. Sa collègue avait un ami qui travaillait dans l'agence avec qui Choé avait négocié. Très inquiète de son histoire, sa collègue appelle son ami pour lui demander le nom de l'agence de Choé et son ami lui répond qu'il était toute la journée au bureau hier et qu'il n'y a eu aucune négociation ce jour-là et que personne du nom de Choé ne s'est présenté. Et son ami rajoute que normalement, il n'envoie pas les premières années tout seul pour faire des négociations avec d'autres agences. Choé a menti à Sarah. Il n'était pas venu dans sa ville pour faire des négociations. Il ne travaillait probablement pas dans une agence immobilière à Akita et il était venu spécialement pour la voir et il n'avait clairement pas de bonnes intentions à son égard. Après confirmation avec le pub où ils étaient allés, la Sapporo qu'ils servent est filtrée et ils n'ont jamais vu de dépôt blanc au fond de leur verre de bière. Sarah nous dit qu'elle s'en veut d'avoir baissé sa garde en se disant qu'un garçon charmant qui n'avait pas l'air d'avoir de problème avec les filles ne puisse pas être dangereux. Après ça, elle l'a bloqué et supprimé de sa messagerie et s'est juré de ne plus jamais rencontrer quiconque sur une application de rencontre. Eh bien, quelle histoire! Là, c'est sûr, Mythique, Tinder et compagnie, c'est banni. Bref, je vous propose d'aller à l'histoire suivante. Je vais vous raconter l'histoire de Sophie, et Sophie elle a 15 ans, et elle a une petite sœur de 2 ans. Sophie n'est pas trop du genre à croire aux fantômes, mais là, elle se demande s'ils existent. Et elle ne comprend toujours pas ce qui s'est passé. Un soir, son oncle devait dormir chez eux et donc sa petite sœur devait dormir dans la chambre de Sophie. Sophie a un lit en hauteur et ils ont placé le landau de sa sœur juste à côté. Les 3 premiers jours, tout se passait bien. Sa sœur criait des fois la nuit mais se rendormait aussitôt. Son père lui avait dit de ne pas passer sa tête au-dessus de la rambarde, donc au-dessus de son lit, pour éviter de la réveiller. C'est à partir de la 4e nuit que tout a commencé à devenir bizarre.
Il devait être dans les environs d'1h du matin et étant insomniaque, Sophie est dans son lit, toujours éveillée. Lorsqu'à un moment donné, elle entend une voix. Elle ne distingue pas les mots, mais elle entend parler. C'est une voix d'homme enroué, comme quelqu'un qui fume beaucoup. Au début, elle pense que c'est rien et que c'est juste elle qui déconne car il est tard, mais elle entend sa sœur lui répondre. Alors Sophie se redresse un peu, mais ne se penche pas au-dessus de son lit. La porte est fermée, la fenêtre aussi, et aucune ombre debout à côté du lit. Les bruits s'arrêtent et Sophie se rallonge et s'endort. Le lendemain, elle raconte à ses parents ce qui s'est passé la nuit. Bien évidemment, ils se moquent d'elle et ne la croient pas. Alors elle demande devant eux à sa sœur: Est-ce qu'il y avait quelqu'un avec toi cette nuit? Oui, il y avait un monsieur qui me parlait. Sophie regarde ses parents et ils ne la croient toujours pas. Alors Sophie demande à sa sœur: Qu'est-ce que ce monsieur t'a dit? Et elle lui répond que le monsieur lui a dit: Pousse-toi, je veux m'allonger à côté de toi. Les parents de Sophie rigolent et elle se met en colère. Elle sait ce qu'elle a entendu et si c'était faux, sa sœur n'aurait jamais dit ça. Alors elle décide que la nuit prochaine, elle regardera dans son lit. Il devait être encore une fois dans les alentours d'1h du matin et elle ne dormait toujours pas. Et là, elle entend encore une voix, mais pas la voix d'un homme, mais une voix de femme dans la quarantaine. Elle se redresse, la porte est toujours fermée, la fenêtre aussi, et aucune ombre debout dans la pièce. Alors elle décide de regarder dans le lit de sa sœur, et là, elle voit sa sœur dormir avec une masse sombre, en boule, dans son lit contre elle. Sa petite sœur dort toujours avec énormément de peluches, donc Sophie ne s'inquiète pas et se couche. Le lendemain, elle ne le dit pas à ses parents, car elle sait qu'ils vont encore se moquer d'elle, mais elle repose les mêmes questions à sa sœur. Et sa sœur lui dit: Il y avait une madame et elle m'a demandé comme monsieur. À ce moment-là, Sophie réalise qu'elle n'a pas rêvé. Sinon, sa sœur n'aurait pas dit comme monsieur. Ça veut dire qu'elle s'en rappelle. La nuit suivante, encore une fois, vers 1h du matin, Sophie n'entend pas une, mais deux voix. Celle de l'homme du premier jour et celle de la femme du deuxième. Elle se redresse et encore une fois, la porte et la fenêtre sont fermées. Mais il y a deux ombres à côté du lit de sa sœur. Elle se rapproche de la rambarde et les ombres bougent. Et là, elle voit comme deux paires d'yeux lumineux qui se tournent vers elle. Sophie a tellement peur qu'elle ne peut pas bouger ni les quitter du regard. Et là, une des deux ombres tend sa main vers elle et les deux ombres se dématérialisent, comme soufflées par un courant d'air. Elle reçoit ce courant d'air glacé sur elle, augmentant encore plus sa chair de poule. Et ce qui est très étrange, c'est que la fenêtre était bien fermée tout du long. Depuis ce jour, plus rien ne s'est produit et sa sœur ne criait plus la nuit. Encore aujourd'hui, 1 an après, Sophie se demande ce qui a bien pu se passer et elle sait qu'elle n'est pas folle et qu'elle a bien entendu et vu ces ombres. Bon, alors à tous ceux qui ont des petits frères ou petites sœurs et qui dorment avec, bon courage et bonne nuit. Sur ce, on vous laisse dormir ou pas, parce que nous, on a une dernière histoire à découvrir. Histoire suivante. Bonjour, je m'appelle Lise et je vous raconte aujourd'hui cette histoire puisque bizarrement, ce soir, j'ai eu un vestige de ce qui m'était arrivé au lycée. Une période de plusieurs mois hantée par mes cauchemars, mais pas que. Je n'ai jamais vraiment eu le courage d'en parler et les rares personnes à qui je l'ai dit n'ont pas réellement eu la réaction que j'attendais. Pourtant, c'est vrai que même moi, pendant plusieurs années, j'ai eu du mal à y croire et j'en avais peur. Tout a commencé pendant mon adolescence où j'ai découvert le cinéma d'horreur. J'ai toujours aimé et j'adore encore aujourd'hui. Mais à cette époque, j'étais jeune et je me suis mise à en regarder de plus en plus. Et des films totalement inappropriés à l'âge que j'avais. Mais cette réelle addiction allait bien plus loin, puisque je prenais plaisir après chaque film à me documenter, en savoir un maximum sur ce qui touchait de près ou de loin à l'horreur. Dans l'extrême, j'adorais me faire peur et je m'abreuvais de savoir de tout type de plateformes. YouTube, internet, films, documentaires. Je profite de ce thread pour mettre en garde sur les limites d'âge de certains contenus pour les plus jeunes. Puisque même si sur le moment, on n'a pas peur ou qu'on pense que ce n'est rien, l'impact psychologique que cela peut avoir peut s'avérer assez extrême, comme ce qui m'est arrivé. Donc, au cours d'une nuit, je commence à faire un cauchemar, mais bien particulier, très étrange, sans me douter que j'allais bientôt le connaître dans les moindres détails. Je suis dans ma maison de campagne, j'ai entre 12 et 14 ans. Avec ma famille, nous attendons la venue pour le déjeuner de mon oncle, ma tante et mes deux cousins. À ce moment, mon père reçoit un appel et m'informe d'aller les chercher, puisqu'ils se sont arrêtés sur le bord de la route, à même pas 10 minutes à vélo de chez nous. Toute heureuse de les voir un peu avant, je les rejoins, et ça ne prend pas longtemps
longtemps effectivement. Quand j'arrive, ils sont arrêtés mais regardent en direction d'une dense forêt, vraiment pas loin, en souriant. Sans que je sache vraiment comment, le mystère des rêves, mon père et mes 2 frères sont apparus et nous décidons d'aller explorer tous ensemble cette forêt. Malgré que nous soyons en plein jour, dès que nous commençons à nous enfoncer, tout devient sombre, mais pas réellement menaçant, juste assombri. Après quelques minutes de marche, nous arrivons en plein cœur de la forêt, dans laquelle se trouve une ancienne usine de chapeaux désaffectés. Cependant, bien que nous soyons en plein jour, l'ambiance cette fois-ci devient de plus en plus pesante. Je ressens comme un malaise et mon instinct guide mes yeux vers les branches des arbres autour de l'usine. Autour de chacune d'elles étaient pendus des petits objets, des babioles, des poupées, fabriquées avec ce qui semble être des chapeaux. J'entends alors mon oncle derrière moi dire « Il voulait se protéger de quelque chose dans la forêt ». À ce moment, mon sang se glace et je jette un regard vers mon père qui décide avec moi et mes frères de quitter la forêt. Lorsque nous sortons enfin, il fait encore bien jour. Le soleil est haut et il fait très beau. Nous sommes au bout d'une grande allée entourée de rangées d'arbres bien alignés sur toute la longueur jusqu'à ce qu'il semble être une route au loin. Mais tout d'un coup, émergeant de la rangée d'arbres de gauche et qui était jusqu'à présent camouflée derrière un arbre, je discerne une silhouette, celle d'une femme. Je ne vois pas ce qu'elle tient dans la main, mais la main de mon père sur mon épaule se crispe et je comprends le danger. Après quelques secondes de regard intense entre cette femme et mon père, celui-ci nous chuchote « On court !» À peine a-t-il prononcé ces mots que la femme se met à courir droit dans notre direction, levant ce qu'elle tient dans la main, et plus elle se rapproche, plus je discerne les traits de son visage. Cela va vous paraître presque comique, mais c'était ma professeure d'anglais au lycée. Et lorsqu'elle a fini par nous rattraper, elle me tient par le col et me plante un couteau dans le ventre. À ce moment-là, je me réveille en sueur dans mon lit. Après ça, ce rêve revenait toutes les nuits. Parfois, ma mère décidait de dormir avec moi pour empêcher leur retour, mais ça ne changeait rien. Ne dormant plus la nuit, je dormais le jour. J'étais rentrée dans une boucle de fatigue où je redoutais le moment de m'endormir puisque je savais pertinemment ce qui allait se passer à la nuit tombée. J'avais bien entendu arrêter de regarder toutes sortes de films, mais rien n'y faisait. Inlassablement, les mêmes cauchemars exactement revenaient toutes les nuits. L'histoire et ce cauchemar auraient pu s'arrêter là, mais malheureusement, la suite est ce qui m'a empêché d'en parler autour de moi, puisque ça m'a terrifiée au plus haut point. Un jour d'école, au milieu d'une semaine où la fatigue, comme d'habitude, était extrême, arrive un cours parmi d'autres, cours d'anglais. Je tiens à dire qu'avant les événements qui vont suivre, malgré qu'elle me hantait toutes les nuits, bizarrement, je n'avais pas plus peur que ça de ma prof d'anglais. C'était une prof que nous n'avions jamais ou très rarement entendu parler français, puisqu'elle nous apprenait cette matière et nous habituait en faisant cours du début à la fin en anglais. Au milieu de son développement sur un thème d'anglais, n'étant pas très attentive, j'entends une phrase en français qui me glace le sang. On se retrouvera dans la forêt. Complètement hors contexte de ce qu'elle proposait comme exercice. Je lève la tête et je la vois, me regardant droit dans les yeux, de manière très intense. Les autres élèves de la classe ne prêtent aucune attention à elle, puisqu'ils sont plongés dans leur exercice, et moi je me fige. Des larmes me montent, mais je trouve le courage de briser le contact visuel. Enfin, après cet événement, il lui est arrivé de manière assez fréquente, alors que je n'avais pas le souvenir qu'elle l'ait fait avant, d'arriver en cours avec un chapeau, et que son regard était systématiquement tourné vers moi. Mon histoire se termine sur cette incompréhension de ce qui s'est réellement passé durant cette période. Étant quelqu'un de plutôt rationnel, j'ai préféré conclure, après des mois, que mon état psychologique avait atteint une fatigue si extrême que je me mettais à imaginer beaucoup de choses. Des petits événements que je raccrochais à mes cauchemars qui m'obsédaient, nuit après nuit. Ils ont finalement brusquement pris fin, sans me souvenir de la date, mais je n'ai jamais refait par la suite ces cauchemars. Hello, I'm a teacher. Aujourd'hui, nous allons avoir cours d'anglais. Toi et moi, on se retrouve dans la forêt. Non, en vrai, elle est grave flippante cette histoire. Je l'ai grave kiffée parce qu'au début, ça part d'un cauchemar. J'ai trouvé ça un peu différent et j'ai trouvé le cauchemar, mais hyper flippant. Et ce qu'on s'imagine pas quand on lit le cauchemar, du coup, c'est que ça va pas s'arrêter qu'au cauchemar. Ça va carrément rentrer dans sa vie réelle. J'avoue que je sais pas trop. Est-ce que c'est à cause de la fatigue? Parce qu'on sait très bien, de toute façon, un manque de sommeil, ça fait perdre complètement la boule. Donc est-ce que c'est avec le manque de sommeil qu'elle s'imaginait entendre des trucs et voir des trucs? Ou alors, est-ce que sa prof d'anglais est le fruit de ses cauchemars? En tout cas, moi, elle m'a bien fait flipper cette histoire. Je pense que c'est celle qui m'a le plus plu. Bref, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me lâcher un petit like. N'hésitez pas aussi à partager, ça fait très plaisir et c'est hyper important pour faire avancer la chaîne. Et puis nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et puis, je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne nuit, selon à quelle heure vous regardez la vidéo. Et puis moi, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao!